21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Vous étiez nombreux la semaine dernière à écouter le premier épisode de la version estivale de la libre antenne, juste pendant l'été. Nombreux vous êtes à avoir réagi au témoignage de Ina, que certains d'entre vous ont découvert pour la première fois, d'autres ont réentendu, puisque c'est ça le principe de Juste pendant l'été, remettre à l'honneur des témoignages qui vous ont marqué, en m'envoyant un petit email ou un message sur Instagram pour réécouter une de ces histoires. Dans cet épisode de Juste pendant l'été, on écoutera ce soir 2 témoignages. Le temps pour moi de vous rappeler que si vous voulez participer à cette émission qu'on fait ensemble, comme depuis le début, vous m'envoyez un message soit sur ma messagerie email social@johanrock.fr ou alors Instarock, ROQS, tout attaché, sur Instagram. Tiens, avant de commencer et d'écouter un premier témoignage, je voudrais vous lire un message en réaction au témoignage d'Ina, que vous avez entendu la semaine dernière. Bonsoir Johan. J'ai écouté 2 fois en replay le témoignage d'Ina. Cette auditrice qui habite en Hollande m'a beaucoup ému. Et je me suis rappelé que mes voisins de palier à Paris sont décédés en mars 2020 du Covid. Je n'ai pas pu les revoir, leur mort a été si brutale. J'ai été sous le choc, m'écrit Barbara. Nous avions une belle amitié. Et ils faisaient aussi un petit peu partie de ma famille. Ils ont été mes voisins pendant 37 ans. Ils m'ont aussi connu alors que je n'avais que 7 ans. Entre parenthèses, car avant moi, mes grands-parents maternels habitaient cet appartement. C'était une amitié qui s'est instaurée très vite. Mes grands-parents arrivaient de Hongrie, mes voisins de Tunisie. 2 cultures totalement différentes, mais que les mêmes croyances et pratiques religieuses avaient très vite rapprochées. Le réconfort dont Ina vous a parlé concernant votre voix, votre écoute, a été le même ressenti en ce qui me concerne. C'est ce qui m'avait poussé à vouloir témoigner sur votre antenne et je vous en remercie. Merci Barbara pour cette réaction au témoignage d'Ina que vous pouvez réécouter si vous le souhaitez en allant sur mon site www.johanrock.fr au replay de la semaine dernière. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. On va entamer ce nouvel épisode avec un premier témoignage. C'est Sylvie qui m'a écrit cette semaine pour m'expliquer, et sans m'en dire davantage, que durant l'enfance, elle avait été marquée par la disparition d'un des membres de sa famille. Elle voulait réécouter un témoignage qui évoque ce thème-là. Et c'est vrai qu'il y a eu dans cette émission, depuis sa création, plusieurs récits de disparition, de souvenirs 3 ou 4, je crois. Sylvie se rappelle de celui de Thierry, qui était passé il y a 1 an et demi, un soir sur l'antenne du temps où l'émission existait encore à la radio. Et Thierry, à l'époque, avait parlé de son beau-fils Mathieu, qui avait disparu du jour au lendemain. À l'époque, ça faisait déjà 20 ans. C'est ce témoignage-là qu'on va réécouter ce soir, juste pendant l'été. Bonsoir Thierry. Bonsoir Johan. Thierry, vous avez 57 ans, où est-ce que vous habitez aujourd'hui ? J'habite dans un petit village dans les Vosges, entre Saint-Dié et Gérardmer. Vous pouvez me le donner ou vous préférez pas ? Oh, on va rester un petit peu D'accord. discret. Très Ça bien. permettra de garder un petit peu d'anonymat. À votre convenance. Ici, on vient avec... on donne ce qu'on veut donner. Vous êtes retraité de la gendarmerie et vous avez un enfant aujourd'hui. Vous êtes papa d'un enfant. J'ai un enfant, oui, tout à fait. Qui a quel âge ? Alors, j'ai un fils qui a 30 ans. Et alors Qui est vous, en couple. qui est en couple, vous, le mois prochain, ça fera 20 ans que votre beau-fils a disparu du jour au lendemain. Il y a eu une enquête de police, des recherches qui ont été menées et à ce jour, il n'a pas été retrouvé. Et vous, depuis, votre combat, c'est de continuer à chercher des pistes en espérant qu'un jour, vous trouverez la vérité. C'est ça ? Tout à fait. Vous allez m'expliquer un peu comment vous avez et comment vous traversez toujours cette épreuve et ce combat qui est le vôtre aujourd'hui. Quel est le prénom de votre beau-fils ? Alors, mon beau-fils s'appelle Mathieu. Mathieu. Donc, il a disparu à 31 mars 2004. Alors attendez, on va reprendre un peu votre histoire quelques années avant. La maman de Mathieu, qui est devenue votre compagne, à quel moment de votre vie, vous, et à quelle occasion vous l'avez rencontrée ? Ah, on s'est rencontrés sur un bal de fin d'année, Ouais. en 1988. Une soirée où elle ne devait pas être là et je ne devais pas être là. Pourquoi vous ne deviez pas être là tous les deux ?
Disons que elle était en pleine séparation, elle n'avait pas le cœur à sortir. Donc c'est sa famille qui l'a un petit peu poussée pour sortir et venir à une soirée dansante. Et moi à l'époque j'étais parti en mission et on est rentré un petit peu plus tôt que prévu. Et je me suis pris au dépourvu puisque on arrive au 31 décembre. Et je me retrouvais tout seul, donc j'ai appelé un collègue qui faisait partie de l'organisation de cette soirée, lui demandant s'il lui restait pas une petite place pour moi passer la soirée. Voilà, pour pas être seul. C'était donc un réveillon de la Saint-Sylvestre, un 31 décembre. Tout à fait. Vous étiez célibataire depuis longtemps? Vous aviez eu une vie avant, une vie de couple, une vie sentimentale? Non, j'étais célibataire depuis toujours. J'étais tout jeune, c'était en 88, j'avais 22 ans. Et la coup de foudre? Pas tout de suite, mais disons une grande attirance, oui. Bon. Une grande attirance, mais je me mesurais quand même parce que j'avais l'impression qu'elle était mineure et donc j'y allais avec des pincettes. Bon. Et elle était donc en pleine séparation. Elle avait déjà un enfant, Mathieu? Oui, tout à fait. Mathieu qui avait quel âge à ce moment-là? Mathieu avait un petit peu plus de 2 ans. Il avait 2 ans et demi à cette époque-là. Vous êtes vite mis en ménage ou il a fallu du temps pour que vous retrouviez cette femme et vous sous le même toit et que vous commenciez à vivre ensemble? Disons qu'on a commencé à se fréquenter un mois et demi après. Et puis moi j'ai été muté, donc je lui ai posé la question de savoir si elle voulait me suivre, elle m'a suivi. Donc 6 mois après on était ensemble. Pour vous c'est tout nouveau, c'est une grande aventure, l'aventure amoureuse, rencontrer une femme, se mettre en ménage, tout ça c'est plein de nouvelles choses. Tout à fait. Avec Mathieu, qui est un tout petit garçon, comment ça se passe au début? Parce que il faut que vous preniez votre rôle de beau-père. C'est jamais évident de devenir un beau-père. Alors c'est pas évident de devenir un beau-père. Et puis je pense que pour lui c'était difficile aussi d'avoir un monsieur qui prenait sa maman. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que je pense que c'est comme ça qu'il l'a vécu aussi. Puisqu'il supportait pas trop au départ qu'on puisse se promener en se donnant la main avec sa mère. Donc à chaque fois, il faisait en sorte de nous séparer. Voilà, il a fallu quand même pas mal de mois avant qu'il puisse accepter quand même la relation. S'apprivoiser. Et son père, il faisait partie de son environnement ou sa mère avait la garde exclusive de cet enfant? Alors, à ce moment-là, non, sa mère avait laissé la garde de Mathieu donc à son père. Donc c'est lui qui l'a gardé jusqu'à l'âge de ses 6 ans et demi, 7 ans. Cette relation entre Mathieu et vous, votre beau-fils, elle s'est étoffée. Vous avez dit au Standard que c'en était venu à un moment donné une relation presque père-fils, vous avez dit. Presque. Disons que moi je l'ai toujours considéré comme mon fils, même si les liens du sang n'étaient pas là. Mais je lui ai toujours dit que même si je n'étais pas son père et que je ne voulais pas être son père puisque son père était vivant et puis je ne voulais pas me substituer non plus à l'image de son père, je lui donnerais quand même toutes les chances que je pouvais donner à Vincent pareil. Donc je ne ferai pas de distinguo entre les deux. Il vous appelait papa? Ça lui arrivait de m'appeler papa, oui. Ça vous est quoi, vous, ça? Je pense que j'en prenais pas plus qu'à que ça. Bon, quelque part, oui, ça fait plaisir, mais bon, c'était plus souvent Thierry que papa. Mais bon, il y a des fois, on ne sait pas trop, est-ce que c'est le mot qui s'échappe parce que le père lui manque, ou est-ce que c'est vraiment l'intention de vouloir appeler l'autre papa, quoi. Je sais pas. Parce que quelle est la relation, de ce que vous en compreniez, de ce que vous disait sa mère, quelle relation il avait avec son père? Disons qu'une fois qu'on a récupéré la garde, c'est un petit peu plus distant avec son père. Bon, déjà, il y avait la distance au niveau kilométrique. Géographique, ouais. Et donc, après, bon, c'est pareil, les moyens n'étaient pas les mêmes que maintenant. Le téléphone, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de tout ça. Et donc, c'était déjà un peu plus compliqué, quoi. Avec votre compagne, vous êtes à votre tour devenu papa. Vous avez fondé une famille, donc ce qu'on appelle une famille recomposée. Vous avez eu 2 enfants, c'est ça? Oui, on a eu 2 enfants. Une première fille qui est décédée à la naissance d'une polykystose. Et ensuite, on a eu Vincent, 2 ans plus tard. Il y avait donc combien d'écart entre Mathieu et Vincent? Et 7 ans. Ouais.
elle s'activait, cette famille recomposée? C'était quoi l'ambiance? Si j'étais à l'intérieur, qu'est-ce que j'aurais pu éprouver? C'était une famille unie, j'imagine? Une famille où il y avait de l'amour? Oui, il y avait surtout beaucoup d'amour de la part de la mère envers ses enfants, ça c'est certain. Moi, c'était un peu plus distant, puisque j'étais pas non plus élevé dans ce contexte où un homme apporte de l'amour à un enfant. Je suis quand même fils de militaire, et à cette époque-là, il y a beaucoup de choses qui ne se faisaient pas ou qui ne se disaient pas. Un homme ne dit pas « je t'aime » à un garçon. Voilà, c'était un peu dans le contexte là que j'ai été élevé. Donc, Votre père avait des contours un peu rugueux quand vous étiez gamin avec vous? Pardon? Votre père était un homme un peu rugueux, enfin, il y a des choses pudiques. Non, c'était de la pudeur, oui, tout à fait. Quel genre d'enfant c'était Mathieu à partir du moment où vous l'avez connu? Il a grandi donc pendant ses années d'enfance et d'adolescence. C'était quel genre de tempérament? Assez joyeux quand même, mais un peu solitaire quand même, aussi. Par contre, un gamin très intelligent. À l'école, ça se passait bien? Ça aurait pu mieux se passer, parce qu'il était très intelligent, mais je pense que les copains le mettaient un petit peu de côté du fait que justement il avait des facultés à apprendre assez facilement. Et donc il avait de temps en temps des critiques, le premier de la classe, le chouchou, les ceci et les cela, et ce qui fait que je pense qu'il baissait les bras pour pouvoir se faire accepter un petit peu des autres. Donc en fait, il est devenu mauvais pour essayer de s'intégrer avec les autres. C'est comme ça. J'en ai l'impression. Ouais. C'était quoi la passion de Mathieu? Est-ce qu'il avait un quelque chose comme ça qui occupait ses loisirs, ses envies, ses moments de détente? Bon, vers la fin, c'était un peu le foot, autrement la musique, le rap, entre autres. Mais pas de passion à proprement parler. Et vous, qu'est-ce que vous aimiez faire avec lui? Alors, vous me parliez effectivement que de par votre éducation, vous n'étiez pas forcément très... Vous étiez comment avec lui? Est-ce que, par exemple, il y a des trucs que vous faisiez tous les deux? Je sais pas, est-ce que vous l'amenez voir une rencontre de foot, des choses comme ça que vous faisiez à deux entre... Pas du tout. Non? Pas du tout. Non, les sorties, c'était quelques petites sorties, on va dire, en famille, genre plan d'eau, balade à droite, à gauche. J'ai essayé plusieurs fois de l'emmener avec moi pour bricoler un petit peu, mais bon, ça l'intéressait vraiment pas du tout. Donc, puis à cette époque-là, les loisirs, il n'y en avait pas beaucoup non plus. J'étais quand même assez pris dans mon boulot. Et non, on n'avait pas de... Il n'y avait pas de distance entre... Pas d'activité autre, quoi. Il n'y avait pas de distance, pas d'animosité entre vous. Vous étiez proches quand même. Non. Ouais. Pas d'animosité, non. Est-ce que avant le jour de sa disparition, vous, en tant que gendarme, vous avez été confronté à des événements, des disparitions? J'ai été confronté à des disparitions avant et après, oui. Celle de Mathieu, oui. Ça veut dire que le jour où les choses se sont déroulées, est-ce que tout de suite, justement, votre actif professionnel vous est revenu à l'esprit? Alors, disons que donc ça s'est passé à 100 km quand même du lieu de résidence d'où on habitait. Mmh. Et tout de suite, oui, j'ai dit à mon épouse, tu vas tout de suite à la gendarmerie faire lancer des recherches. Oui. Dans quel contexte a eu lieu la disparition de Mathieu, votre beau-fils? Alors, ce fameux mercredi, on est de recevoir le bulletin scolaire de Mathieu, qui était catastrophique. Disons que c'était bien les bonnes notes qu'il nous avait données, mais il manquait le 10 pour avoir la moyenne devant. Donc, pour un redoublant, c'était vraiment lamentable. Il était en quelle classe à ce moment-là, Mathieu? Il était en seconde. Et il avait redoublé. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans. Donc vous étiez très anxieux quant à ses résultats scolaires et très regardant sur les notes qui tombaient à la fin du trimestre. Tout à fait. D'autant plus qu'il était redoublant. Donc, on se demandait pourquoi ces notes étaient si catastrophiques. Puisque c'était de pire en pire. Plus les trimestres passaient, plus les notes étaient catastrophiques. Donc, Mais vous me disiez que vous étiez à 100 km. Donc ce jour-là, vous vous parlez au téléphone?
Tout à fait, oui. Ouais. Donc vous et lui, sa mère, vous et lui, vous êtes quoi? Vous êtes trois à vous parler ce jour-là? Plus sa mère que moi. D'accord. Plus sa mère, oui. Et donc ça souffle. Ça souffle, oui, il se prend sa soufflante, quoi, comme des parents qui sont mécontents d'un bulletin scolaire vis-à-vis de leur enfant. Donc il se prend sa soufflante en disant, tu nous prends pour des imbéciles, quoi. On va pas te payer de l'internat, on va pas te payer des vacances pour que pour ne rien faire à l'école, qu'on attendait quand même un minimum de résultats, quoi. Comment se termine cet échange téléphonique qui va être le dernier échange? Ensuite, vous ne vous reparlerez plus jamais, si j'ai bien compris. On ne se reparlera plus jamais, non. Mais malgré tout, il se termine bien, puisque ça n'empêche pas d'appeler sa mère Mamoun, comme il avait l'habitude de l'appeler, de lui dire bisous, de lui dire tu viens me chercher, et puis voilà, puis à tout à l'heure. Donc il s'est pris, on va dire, il y a eu une conversation d'un quart d'heure. Sur un quart d'heure, il s'est pris une soufflante, on va dire, de 3-4 minutes, le temps de faire redescendre la pression. Et puis après, on lui a demandé de savoir ce qu'il envisageait pour son avenir. Est-ce qu'il fallait le déscolariser, lui faire le faire revenir sur une voie moins hard, du genre BEP, CAP, pour qu'il puisse rebasculer ensuite sur un bac pro ou sur un bac. Et puis c'est de là qu'il nous a dit, il a dit à sa mère, tu dis à Thierry qu'il me remonte un dossier pour faire une candidature pour entrer en gendarmerie. Ça vous fait plaisir, ça? Vous étiez quelque part, oui, bien sûr. Tout à fait. Donc c'est ainsi que se termine cet échange téléphonique. Il va rappeler sa mère, et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ce qui se passe, ce jour-là, il était collé, donc on lui a quand même dit, sa mère lui a dit, puisque c'est comme ça, je viens te chercher. Et puis, tu fais quand même tes heures de colle, puisqu'il était collé, il avait 2 heures de colle ce jour-là. Et puis, ma foi, on est passé à table, ma femme s'est préparée, elle a fait la route pour monter à Embrun avec mon fils Vincent. Et puis, quand elle arrive au lycée, Mathieu n'était plus là. Là, tout de suite, ça vous a inquiété? Ou est-ce qu'il était déjà arrivé que, votre beau-fils s'enfuguer, puisse parfois ne pas être toujours présent lorsqu'on l'attendait à un endroit, par exemple à la sortie du lycée? Non, il était ponctuel. Non, il a toujours été ponctuel là-dessus. Non, il n'a jamais eu de retard. Vous inquiétez tout de suite, vous, de cette absence? Disons que c'est ce qui m'a inquiété surtout, c'est l'appel catastrophé de mon épouse, oui. Tout à fait. Et au lycée, à ce moment-là, personne ne le voit sortir? Enfin, il y a rien à signer pour quitter l'établissement? Non, il était interne et puni en plus ce jour-là, donc il n'aurait jamais dû quitter l'établissement. Et donc quand mon épouse est arrivée, il devait être aux alentours de 3h30, 4h moins le quart, dans ces eaux-là. Et donc elle a dit, je viens chercher Mathieu, donc ils l'ont accompagné en salle de colle. Et puis là, Mathieu n'était pas là, quoi. Fort de votre expérience et fort de votre carrière professionnelle de gendarme, au bout de combien de temps vous allez signaler sa disparition auprès de la gendarmerie? Immédiatement. Immédiatement? Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi la procédure d'usage? La procédure d'usage, déjà, c'est de recueillir tous les éléments déjà le signalement complet fait par la famille, et puis ensuite c'est de se transporter sur les lieux pour aller voir un petit peu les circonstances dans lesquelles la personne a pu disparaître. Et là moi j'étais pas sur place, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans les journées qui suivent? Comment on vit psychologiquement le fait que son fils, pour votre épouse ou votre beau-fils, ait disparu de la circulation? Est-ce que la panique prend le pas? Tout à fait. Oui, c'est un grand moment de panique. C'est le sol qui se dérobe. On se demande ce qui nous arrive. Je crois que ça fait un peu comme un tremblement de terre, qu'on a tout qui s'écroule. Et quelque part, on arrive même à perdre un petit peu son discernement parce que c'est de l'incompréhension complète, quoi, totale.
On sait plus où on est, on sait pas ce qui nous arrive, on sait pas le pourquoi. On sait, voilà. Puis on sait pas dans quel sens le chercher non plus. Il y a quelques semaines, j'ai reçu et je lisais à l'antenne le message d'une dame qui a quelques années, son fils a disparu. Et elle disait que ce qui était le plus angoissant, c'était de se poser des tonnes de questions et d'en avoir aucune réponse. Et en même temps, d'échafauder 10 000 scénarios. Ces 10 000 scénarios, vous-même, vous les avez créés, imaginés dans votre tête? Ben, ça fait 20 ans qu'on s'en crée, tout à fait. Et chaque question appelle une question qui rappelle une question auquel on n'a jamais de réponse. Il y a une enquête de police qui a été ouverte, j'imagine? Une enquête qui vient d'être clôturée, oui, qui vient d'être classée sans suite, même par le procureur de Gap. Qu'est-ce qu'elle cherche, cette enquête, au-delà de votre fils? Est-ce que, quand on est proche d'un disparu, est-ce qu'on est tenu au courant en temps réel de l'évolution d'une enquête? Ou est-ce qu'on est tenu à distance? Je ne suis au courant de rien du tout de l'enquête. J'ai pu avoir des bribes de petits résultats, on va dire, par rapport à des collègues que j'avais pu interpeller sur l'affaire, bien qu'ils étaient tenus aussi au secret. C'est pas parce que je suis gendarme qu'ils étaient obligés de me dire ce qui se passait, mais disons que bon, c'est des rapprochements que j'ai pu faire aussi. Donc pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le dossier d'enquête. Justement, je viens d'en faire une demande, je viens de demander la copie du dossier complet au procureur de Gap. Donc j'espère qu'il accédera à ma demande et que je pourrai tout reprendre depuis le début pour voir un petit peu si je vais pas dire si j'aurais fait mieux parce qu'on fait jamais mieux, mais voir un petit peu ce qu'on pourrait refaire aujourd'hui. Vous dites que les témoignages de l'époque, en plus, on a eu affaire à des jeunes, entre guillemets, de sa classe qui avaient entre 16 et 17, 18 ans. Donc des jeunes, des ados qui étaient, on va dire, contre l'autorité avec un grand A, et notamment contre l'autorité parentale, et d'autant plus contre l'autorité policière, puisque j'avais la double casquette d'être et le beau-père et un gendarme. Donc ces jeunes maintenant, peut-être que donc ils ont, c'est pas peut-être, c'est que ils ont 20 ans de plus. Ils sont certainement parents pour beaucoup d'entre eux. Donc je pense qu'ils doivent voir un petit peu la situation un peu différente. Et je pense que maintenant on arriverait peut-être à retrouver des témoignages qui seraient peut-être un peu autres que ceux qu'ils ont donnés au départ. Cette enquête, elle vient d'être clôturée après 20 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on décide de fermer une enquête, de l'arrêter? Alors, il pourrait déjà y avoir ou le fait que la personne soit retrouvée et qu'elle décide de ne pas donner suite. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. Là, visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ou alors, quand vraiment on a épuisé toutes les ressources de recherche, et puis je pense que la justice, au bout d'un moment, se dit aussi, il est temps d'arrêter, quoi. C'est un coup dur quand vous apprenez il y a quelque temps que cette enquête va s'arrêter. Oui, c'est un coup dur. D'autant plus que je venais d'avoir des éléments qui permettaient peut-être de redémarrer. Donc je vais être obligé déjà d'attendre le dossier et savoir si les éléments que je viens d'avoir étaient déjà connus ou pas. Et puis voir éventuellement comment faire pour ouvrir un dossier. Mais là, pour l'instant, je suis un petit peu dans le néant. Ça veut dire que là, vous êtes... c'est indiscret de vous demander quels sont ces éléments? Disons que c'est toujours pareil, c'est toujours au conditionnel et sous réserve qu'il s'agisse bien de Mathieu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui me dit qu'il est vivant. Rien ne dit qu'il est mort, mais rien ne me dit qu'il est vivant. Donc, j'ai un pseudo de témoignage, mais c'est pareil, c'est du rapporté par personne interposée, qui dit que Mathieu aurait pu être impliqué dans une bagarre. Il aurait été blessé. Il se serait fait soigner, mais avec une fausse identité. Mais ça, le problème, c'est que je ne sais pas où, je ne sais pas quand. J'ai encore beaucoup de trous noirs, quoi. Et j'ai plein de pointillés auxquels il faut remplir, quoi. Mathieu, vous en parlez toujours au présent? Tout à fait. Rien ne me dit qu'il est décédé, donc c'est toujours au présent.
Ce qui est le plus délicat, c'est d'ignorer ce qui s'est passé. C'est de, comme vous le disiez tout à l'heure, d'avoir toutes ces questions et qu'une question en amène une autre et encore une autre. Tout à fait, oui, ça c'est épuisant, quoi. Psychologiquement, c'est très épuisant parce que chaque question rappelle une question, mais il n'y a jamais de réponse. Il y a jamais de réponse, et puis après, quand on réfléchit, on se dit, on disparaît pas quand même pour une engueulade, pour un carnet de notes. Il y a quelque chose d'autre. J'imagine que vous êtes refait cette discussion téléphonique des dizaines, des milliers de fois, que vous l'avez retournée en boucle depuis 20 ans. Tout à fait, oui. Il y a des choses où on finit par interpréter, surinterpréter des petits détails, à essayer de se demander est-ce que Mathieu avait changé ces derniers jours, est-ce qu'il était différent, est-ce que quelque chose pourrait expliquer le fait qu'il se soit volatilisé comme ça en un claquement de doigts, ce fameux 31 mars. Disons, oui, il y a des petits éléments qui font que on se dit que c'est pas forcément cette fameuse engueulade-là qui l'a fait partir. J'ai quand même découvert un peu de drogue. Après, mais c'est après coup, c'est des petits morceaux de pulse qui se mettent au bout les uns des autres et qui commencent à donner certaines pistes, mais sans avoir la certitude quand même que c'est bien ça. La cellule familiale, elle était faite de votre épouse, de votre enfant, de votre fils, qui est toujours là aujourd'hui, et de vous. Comment, pendant ces 20 années, votre famille a traversé le choc de cette épreuve de la disparition de Mathieu? Je crois qu'on l'a traversé chacun pour soi. Parce que mon fils n'en parle pas plus que ça, mais on voit bien qu'il en souffre. Moi, il m'arrive d'en parler quand j'ai l'occasion de pouvoir en parler, mais c'est pas non plus pas toujours de gaieté de cœur qu'on en parle. Quant à mon épouse, elle a plongé carrément. Elle n'a pas supporté du tout. Donc elle, ça s'est traduit par une grosse dépression, dénutrition, tentative de suicide, jusqu'à ce fameux jour où elle a percuté une voiture. Et de ce que vous avez dit au Standard, ce jour-là, vous ne savez toujours pas si c'est un accident ou si c'est un acte délibéré de se supprimer. Tout à fait. Il y a toujours une part de doute là aussi. J'ai des points d'interrogation sur lesquels j'aurai jamais de réponse. Parce que ce jour-là, après l'accident, j'ai retrouvé la voiture en panne. Alors, est-ce qu'elle était en panne avant? Est-ce qu'elle était en panne après? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui vous a permis de garder la tête hors de l'eau? Parce qu'il y a ces deux drames, il y a la disparition de votre femme, il y a la disparition, dans un autre sens, de votre beau-fils, celui dont on ne sait pas ce qui s'est passé et s'il est toujours en vie. Comment vous avez mené votre barque pour être encore là aujourd'hui? Je ne sais pas, je pense que j'ai dû me créer une bulle. Alors déjà, il y avait déjà le fait que mon épouse s'est retrouvée quand même pendant 5 ans dans le coma quand même avant. C'est quand même à préciser. Donc quelque part, j'avais espoir peut-être qu'un jour elle puisse au moins revenir à la vie, on va dire. D'un autre côté, donc mon fils se retrouvait déjà sans sa maman, sans son frère. J'avais pas le droit de faire défaut. Et puis quelque part, il faut se relever. Il faut se relever. Voilà, je pense que ça fait partie du caractère aussi. Est-ce que pour ce qui est de la disparition de Mathieu, le temps apaise les choses? On dit ça pour un deuil, mais une disparition, ça n'est pas un deuil. On a des moments d'accalmie quand même. Parce que le temps permet d'en avoir un petit peu, mais ça dure pas longtemps. On est vite rattrapé par cette chose. On se dit, mais il y a quelque chose, il y a une fête, il y a un anniversaire, il y a un endroit, il y a quelque chose, un objet qui rappelle que. Et puis on se dit, tiens, il faut qu'on relance. Là, ça va être ses 20 ans, donc je dis, allez, je relance encore. Peut-être que ça va marquer les esprits. 20 ans, c'est quand même une date importante aux yeux de tout le monde.
Je dis pas que j'ai rien fait entre-temps, parce que régulièrement, je pense que la justice devait en avoir un petit peu marre de mes courriers, mais c'est souvent que j'ai relancé des affaires, tout au moins des vérifications à faire, mais voilà quoi. Vous avez dit au Standard que vous reprochiez de peut-être ne pas vous être suffisamment impliqué pendant l'enquête policière, mais qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus? Vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas venir interférer dans la procédure. C'est sûr déjà, j'aurais pas pu interférer dans la procédure, exact. Après, on a toujours l'impression que les choses avancent pas assez vite par rapport aux souhaits qu'on veut, ou que ça n'a pas été fouillé comme on aurait peut-être souhaité que ce soit. Je ne sais pas, je ne connais pas le contenu du dossier, donc là j'en parle sans connaissance. Vous pourrez un jour y accéder? C'est possible, ça, pour les proches de disparus, d'avoir accès au dossier? Depuis très peu de temps, oui. Quand un dossier est classé sans suite, on peut récupérer la copie auprès du procureur, oui. Donc ça, c'est votre objectif prochain? Là, ça c'est mon objectif. Là, j'avais envoyé un courrier au procureur général de Grenoble qui m'a répondu. J'ai reçu sa lettre avant-hier et j'ai réécrit hier au procureur de Gap justement pour redemander la copie du dossier. Vous êtes seul dans ce combat ou oui. Seul? Oui. Votre entourage proche, certains sont éloignés face à cette disparition depuis 20 ans ou... Est-ce qu'ils se sont éloignés ou est-ce que c'est moi qui me suis éloigné? C'est là la question. À poser la question, on a déjà une réponse a priori. Vous aviez besoin de vous éloigner? Mais disons qu'avec tout ce que j'ai traversé, il arrive à un moment donné, on se fait une bulle. Ouais. On se fait une bulle pour tenir debout et puis on n'a peut-être pas toujours envie d'entendre les autres et pourquoi. Ou ces fameuses personnes qui savent mieux que tout le monde, qui connaissent votre vie. J'ai eu des reproches un jour pendant une enquête, un peu de temps après la disparition de Mathieu, où une personne m'a dit « Ah c'est chez vous que vous avez un collègue dont le fils a disparu ?» J'ai dit « oui ». Et on me dit c'est normal, le gamin était tellement brimé qu'il a voulu prendre sa liberté. Je dis « Pourquoi ?» Je dis « Vous le connaissez ?» Il me dit « Oh non, pas du tout, mais c'est des copines qui m'ont dit sur le marché. » J'ai dit oui, écoutez, je dis c'est moi le beau-père. Et je dis effectivement, quand on dit à un gamin de 16 ans, tu vas pas en boîte de nuit, tu ne te drogues pas, tu ne t'alcoolises pas. Je dis effectivement, il était brimé. Qu'en dira-t-on? À côté de ça, il avait tout ce qu'il voulait. Qu'en dira-t-on et qui fait la rumeur qui enfle et qui fait que ça, évidemment, on se le prend en pleine poire. Ça, on se le prend, oui, tout à fait, et ça fait mal. Surtout de la part de personnes qui ne vous connaissent pas. Et au milieu de tout ça, je repose la question, qu'est-ce qui vous fait du bien, vous, aujourd'hui? Quand vous arrivez un petit peu à sortir de cette bulle et penser à autre chose que cette disparition? Ce qui me fait du bien, c'est que, comme je dis, je vais taper dans la butte, j'achète des terrains en friche, je les remets en état, donc je joue de la tronçonneuse, je tape de l'âge, du marlin, ça me fait du bien, ça me vide. Puis à côté de ça, j'ai aussi un petit peu la danse. La danse, on revient au départ. À cette soirée du 31 décembre, vous aviez rencontré votre épouse. Quelque part, oui. J'avais jamais pensé à ça. Et c'est vrai. Vous dansez quoi, vous? Un petit peu tout ce qui se danse. Je vous remercie, Thierry, d'être venu raconter. C'est moi qui vous remercie. Et je vous souhaite encore beaucoup d'énergie et beaucoup de courage dans ce combat qui reste. Merci. Et si on pouvait faire passer un message, ça serait bien. Dites-le. Je peux comprendre que des personnes puissent avoir envie de disparaître, mais ça fait beaucoup de dégâts sur les familles qui restent. Alors, avant de partir, réfléchissez. Laissez un écrit quand même, peut-être pour expliquer votre geste, mais surtout pour dire que vous êtes vivant, que vous n'avez peut-être pas envie de nous voir. Ça, c'est votre choix. Mais ça évitera aussi à beaucoup de personnes de pouvoir souffrir. Parce que dans l'histoire de Mathieu, comme dans l'histoire de beaucoup de personnes, il n'y a pas qu'un père ou un beau-père, une mère, une belle-mère, un frère ou une sœur. C'est toutes les familles qui gravitent autour. C'est les grands-parents, c'est les oncles, c'est les tantes, c'est les cousins, c'est les cousines. Ça ne concerne pas que 2 ou 3 personnes, ça concerne des dizaines de personnes tout autour. Même si elle n'est fondée sur rien peut-être de tangible, vous, il y a une thèse
que vous privilégiez quant à la disparition de Mathieu? J'en ai bien une, mais pour l'instant, je préfère ne pas la dire parce que j'ai encore des vérifications à faire. Et je ne sais pas si ces pistes-là ont été exploitées, auquel cas, je préfère les laisser à la justice. Voilà. J'entends tout à fait. Merci Thierry, et bon courage une fois encore. Merci. Au revoir. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'était donc le témoignage de Thierry dans cet épisode 2 de Juste pendant l'été. Avant d'écouter un autre de ces témoignages que vous avez choisi, je voudrais saluer tout d'abord Flo qui, suite à l'émission de la semaine dernière, m'a envoyé ces quelques lignes. Bonsoir Johan. Retour sur l'émission d'hier soir. Un sublime passage avec Ina. Mon Jean à moi est parti depuis un peu plus de 3 ans. Et chaque jour, je le vis avec lui pour rester debout. Et cet échange, en rediffusion, m'a beaucoup aidé à m'endormir avec tendresse. Ce matin, il y avait moins de tristesse. Ça m'a permis de recharger les batteries pour continuer à vivre. Je me sens moins seul. Merci Johan, merci Ina, et à mardi prochain. Signé Flo. Merci pour ce message, Flo. www.johanrock.fr si vous souhaitez prendre part à cet échange au sens large, m'envoyer un email, ça se passe sur social@johanrock.fr ou alors si vous préférez les réseaux sociaux, et vous êtes nombreux à préférer, Instagram sur mon profil Instarock, ROQS, tout attaché. Tiens, je vais vous lire un autre message que j'ai reçu, il est signé de Marie-Thérèse qui réagit au message d'un auditeur que j'ai lu la semaine dernière qui racontait sa tristesse de devoir vendre la maison de son enfance car il n'a pas les moyens de l'entretenir. Voilà ce que m'écrit Marie-Thérèse. Bonsoir Johan, je viens d'écouter l'émission et j'ai beaucoup apprécié le replay. Je voulais répondre à Christophe de Normandie, disant que la maison de son enfance avait trop de travaux pour la restaurer. Je voulais lui dire que j'habite une maison de plus de 3 siècles en bois, briques et torchis, et une partie a été restaurée vers 1958. Mes parents étaient locataires. Moi, je l'ai acheté dans les années 90. Mon salaire de femme de ménage n'était pas suffisant pour faire les travaux. Alors je voulais lui dire que c'est toujours la même toiture, ma maison, les mêmes fenêtres, les mêmes volets. J'ai rien de moderne, le nécessaire, seulement le nécessaire pour vivre. Le principal à mes yeux, m'écrit Marie-Thérèse, c'est les souvenirs d'enfance. Vrai que j'aimerais que cette maison soit mieux isolée, une bonne toiture, un meilleur chauffage, mais ma petite retraite ne me le permet pas. Mais si j'ai le droit à des aides, le reste à charge serait beaucoup trop lourd pour moi. Alors, je me chauffe avec du bois, aussi un peu de pétrole. Je vis seul, je bricole un petit peu sur tout, n'hésitant pas à grimper parfois sur le toit pour y changer une tuile ou y mettre du ciment. J'ai 70 ans, et j'espère bien que ma vieille maison résistera aux prochaines tempêtes. C'est la seule chose qui m'inquiète, ce changement climatique, m'écrit Marie-Thérèse. Ma maison, je me dis qu'elle en a vu d'autres, des guerres, mais elle est restée debout. Elle attend encore quelques années avant de tomber. Si Christophe tient tellement à cette maison, qu'il y réfléchisse bien avant de la laisser partir. S'il sait bricoler, rien n'est impossible. Il y a des gens qui n'aiment pas vivre sans confort. Moi, je regrette pas ma vieille maison et mon jardin. Voilà, Johan. La semaine dernière, j'ai eu quelques coupures et j'avais pas entendu que vous étiez chaque matin ici. Cette radio ici, elle m'accompagne toutes les nuits quand j'ai trop de douleur. Ça m'empêche de ruminer. J'ai dû m'endormir ce matin-là et je vous ai pas entendu. Il fait 24 dehors. C'est le moment idéal pour entendre quelques oiseaux. Bien que les moissonneuses-batteuses sont de sortie dans ma campagne boulonnaise. À bientôt de vous écouter. Belle soirée. Signé Marie-Thérèse. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. Juste pendant l'été, parce que pendant ces 2 mois de vacances, on réécoute ces témoignages, ces histoires qui vous ont marqué et que vous m'avez demandé de réécouter. On va écouter à présent un second témoignage qui m'a été demandé par Cédric, qui vit en région toulousaine. Tiens, je ne vais pas vous dire quelle histoire il a choisi de réécouter, mais j'avoue que lorsque j'ai reçu son message par email, je me suis tout de suite rappelé de cet auditeur qui m'avait marqué moi aussi lorsqu'il était passé dans l'émission. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mathieu, vous avez 41 ans, où est-ce que vous habitez ? Oui, j'habite sur Marseille. D'accord. Et Boulogne. Bon, quel arrondissement ? Si c'est pas trop... Là, j'habitais dans le 15e arrondissement.
Ouais. Et voilà, de Marseille, dans les quartiers populaires. Quelle est votre situation de famille aujourd'hui? Aujourd'hui, marié, 3 enfants et heureux. Et actuellement, vous êtes à la recherche d'un emploi. Qu'est-ce que vous faisiez avant comme travail? J'étais directeur dans l'automobile. Et après, suite à un licenciement économique, là aujourd'hui, je recherche un petit peu dans une autre voie, on va dire, dans celle qui me tient à cœur, on va dire. Bon, on va y venir. On raconterait ça d'ici quelques minutes. Alors vous, de ce qu'on m'a raconté de votre histoire, il y a quelques années, juste avant qu'elle ne meure, votre maman vous a fait promettre d'aider des personnes démunies, des personnes vulnérables, et depuis, vous allez pêcher en mer pour rapporter du poisson et leur cuisiner des soupes. Vous allez m'expliquer un peu le sens de cette démarche altruiste, pour le moins. Mais je voudrais que on démarre comme souvent dans cette émission par le début de votre histoire. Est-ce que vous déjà vous êtes un Marseillais pur sucre? Oui, exactement. Je suis né à Marseille et voilà, je suis je suis made in Marseille. Depuis combien de générations dans la famille on est made in Marseille, vous savez? Écoutez, nous c'est la première, vu que je suis fils d'émigrés, de père et mère portugais. Ils sont venus vivre en France et moi je suis né à Marseille. Et c'est vrai que j'ai un attachement très particulier à la mer, à Marseille, et avec ma petite maman. Vous étiez combien d'enfants à la maison quand vous étiez petit? On était 4. Était 4. Un grand frère et 2 grandes sœurs. Et moi, je suis le dernier. C'est quoi le premier souvenir qui vous vient quand vous pensez à votre enfance, justement, dans ces quartiers populaires de Marseille? C'est le partage. Le partage, la générosité, l'entraide. Dans les quartiers populaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup pointé du doigt, etc. Mais c'est vrai que il y a tellement d'échanges, il y a tellement d'entraide, tellement de partage, et de connaissances, parce que chacun peut apporter de sa culture différente, etc. Et c'est un moment de partage, je dirais. C'est vraiment ça, le partage. On avait besoin de quelque chose, on tapait chez la voisine, on avait besoin de sel, on pouvait toujours avoir ça, et je trouve que l'entraide, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est comme ça que votre maman vous a élevé aussi? Oui, elle m'a éduqué avec de l'amour, avec de l'entraide. Aujourd'hui, moi, ce elle m'a donné, ma mère, c'est vraiment de pouvoir donner de l'amour aux autres, et vraiment quelque chose. C'était sa priorité, en fait, de me montrer que il fallait être gentil et respectueux des autres, même des personnes plus âgées, etc. Et notamment après, en grandissant dans les quartiers populaires, etc., ça m'a appris à vivre, ça m'a appris d'autres cultures. On avait une ouverture, ma maman avait une ouverture d'esprit très ouverte. C'était quel genre de dame? Est-ce que vous pourriez me la décrire? Donc vous me dites que, tout comme votre père, elle est arrivée du Portugal en France. À quel âge elle est arrivée en France, à Marseille? Elle est arrivée, je crois qu'elle avait dans les 30 ans, 28, 30 ans. Elle avait eu... Est-ce qu'elle vous parlait de son enfance, de comment elle avait été elle-même quand elle était petite? Est-ce que c'était une enfance épanouie ou est-ce que c'était à la dure? Oui, c'était comme les anciens, plus à la dure qu'autre chose. C'était une autre manière, en fait, d'éduquer aussi les enfants. Mais par rapport à mon éducation que j'ai eue par rapport à ma maman, ça a été beaucoup d'amour, et beaucoup de câlins, beaucoup de générosité, beaucoup de partage, et surtout... Donc, votre maman vous disait « je t'aime », c'est un truc qu'elle disait souvent. Ah oui, même moi, je lui ai dit, et jusqu'à sa mort, et même aujourd'hui, je continue à lui dire « je t'aime », même si elle n'est plus là. Quel était le prénom de votre maman? Gina. Et de ce qu'on m'en a dit au standard, votre papa, lui, s'est effacé de votre vie relativement tôt, si je puis dire. Oui, à 7 ans. À 7 ans, il est parti revivre au Portugal. Mes parents sont séparés. Et ma mère a eu la charge, nous a pris en charge et a tout fait, en fait, pour nous éduquer, pour nous donner des valeurs humaines, des valeurs d'amour, de générosité, de partage, jusqu'à sa mort. Mais ce papa, ensuite, vous l'avez revu, vous aviez des nouvelles, ou il est parti, entre guillemets, abandonné? Oui, il est parti, j'ai eu des nouvelles bien après, parce que quand il est parti, j'avais 7 ans, et puis j'ai dû grandir, j'ai dû me construire aussi. Donc grandir avec ma maman, et puis après, au fur et à mesure des choses, j'ai pu prendre contact avec lui, mais après, avec le temps, on devient un homme, on devient d'abord un jeune homme, et
puis après, on a de moins en moins de choses à se dire, même si on est en colère. Les années passent. Pardon ? On est en colère, parfois, parce que à 7 ans, j'imagine qu'on ne comprend pas pourquoi son père s'en va. Mais quand on grandit, on est bien obligé de se faire les questions et les réponses. Est-ce que justement le jeune homme que vous êtes devenu ensuite, Mathieu, a fait que vous aviez quelques ressentiments à l'encontre de votre papa ? C'est pas de la haine, c'est tout simplement de la déception. Vous savez, quand les papas et les mamans viennent récupérer leurs enfants à l'école, etc. Moi, j'avais pas mon père. Ma maman, travaillait, faisait même des fois 2 emplois pour nous essayer de remplir le frigo et de payer ce qu'on avait à payer. Et donc là, la vie, on commence à comprendre qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui manque. Et bien sûr, je cherchais mon père. J'étais, bien sûr, ça me touchait, mais non pas avec de la haine, mais tout simplement avec de la peine. Voilà, c'est vraiment le mot qui m'a suivi tout le long de ma jeunesse. Et après, j'ai pu comprendre, j'ai dû me faire une raison, en fait, en me disant que mon père était parti par rapport à ma maman, ils sont séparés. Mais, entre guillemets, à force on va dire, d'essayer de comprendre et de me remettre en question, j'ai pu méditer sur ce qui s'est passé et non pas avoir de la haine, mais en me disant, il a manqué quelque chose. Comme moi, j'ai manqué toute ma jeunesse d'un père, lui, aujourd'hui, il a manqué d'un fils, mais il manque encore plus de choses que moi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis père de famille, j'ai 3 enfants, mais c'est sûr que j'ai pas eu la chance d'avoir mon père, d'avoir une éducation avec un papa, mais surtout, je remercie Dieu d'avoir eu une éducation, on va dire, avec une maman qui m'a donné tant d'amour et tant de respect pour les autres, et ça, j'en suis redevable. Et je reste bouche bée comme elle m'a élevé, et je suis même ému de ce qu'elle a pu faire pour moi, ma mère. Qu'est-ce qu'elle a fait de plus beau pour vous, votre mère ? Au-delà, effectivement, de vous inculquer les bases, le respect des autres, l'entraide. Mais s'il y avait une valeur cardinale comme ça à garder, celle que vous a inculquée votre mère, ce serait laquelle ? C'est l'amour en général. C'était D'accord. une personne bienveillante. Ma mère ne regardait jamais le mauvais dans les gens. Quand il y avait du mauvais, pour elle, il y avait du bon. Et c'est comme ça qu'elle m'a éduqué, et c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Même quand il y a du négatif derrière, il faut creuser. Quand quelqu'un est négatif, quand quelqu'un est fâché ou énervé, il faut toujours creuser, parce qu'en fait, sa problématique ne vient pas peut-être de vous. Même si ça me prend à vous, elle vient pas de vous. Et c'est ce qu'elle m'a donné, en fait. Elle m'a donné ce goût, en fait, de pouvoir toujours voir le meilleur chez les gens. J'ai compris. Chez les personnes. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est l'amour en général, ouais. L'amour et les câlins me manquent beaucoup. Les câlins physiques, une caresse, un bisou. Quand on perd une personne, c'est vraiment le côté physique, parce qu'on est tous parents, on a tous besoin de chaleur humaine, on a tous besoin de... Même quand on est adulte, quand on perd sa maman, même adulte, on perd ses repères. Ouais. En plus, surtout après, quand on devient père de famille, etc., c'est là que c'est difficile, parce qu'on sait ce qu'on avait avant et qu'on ne peut pas donner même à nos enfants. Je parle de leur grand-mère régulièrement, tous les jours. Il ne se passe pas une journée où je ne parle pas de ma mère, mais ça fait très très mal. Ça fait très très mal, mais on n'oublie pas, comme on dit, mais on vit avec. Dites-moi, Mathieu, on m'a parlé, vous concernant, gamin, de la pêche sous-marine, qui très tôt a occupé une place importante dans votre vie. Comment elle est arrivée, cette passion ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous l'a inculqué ? Au début, c'était mon papa qui était pêcheur à la ligne. Quand il est parti, il a donné un petit peu cet amour de la mer à mon frère. Et mon frère m'a amené au bord de mer et m'a offert mon premier matériel, en fait, de pêche sous-marine. Au début, moi, c'était une fourchette. Après, ça a été... Fourchette ? Ouais, une fourchette. Mais attendez, comment ? Alors, moi, je suis un piètre pêcheur, mais expliquez-moi comment on pêche avec une fourchette. Tout simplement, une fourchette, en fait, avec les 2 extrémités qu'on replie, et ça faisait une sorte de petite fouine. Mais j'étais jeune, j'avais pas l'âge d'avoir une arbalète, et donc j'ai commencé comme ça à piquer mes premiers céphalopodes, les premiers poulpes, les premières sèches, les premières vieilles. C'était un poisson de couleur, de roche. Et voilà, on a commencé progressivement. Vous alliez où à Marseille pour pêcher ces poulpes, ces sèches, etc.
à Corbière, à la plage de Corbière, qui était à 2 pas de la cité de la Castellane, et où à l'époque travaillait mon père à Pénarroya, qui est situé à l'Estac. Donc, mes premières baignades, ça a été sur l'Estac, dans le 15e arrondissement, 16e. Et donc, ça a été mon premier amour, en fait, de compte, ça a été quand j'ai regardé la mer, je savais qu'il y avait quelque chose qui était fort entre la mer. J'allais vous demander, et même au-delà de la mer, est-ce que quand vous dites la mer, c'est la Méditerranée? C'est ça, exactement, mais surtout qu'en fait, la mer nous appartient un petit peu. Quand on est petit et quand on découvre la mer, c'est une aventure. Quand on s'immerge dans l'eau, c'est un oubli de tout. Quand on s'immerge dans l'eau, c'est une aventure qui se crée. C'est un mouvement, en fait, la mer perpétuelle. Et donc, c'est comme si on était dans un liquide amniotique dans le ventre de sa maman. Moi, ça m'a fait la même chose la première fois que je me suis mis dans l'eau. J'étais bercé et il y a eu une connexion qui s'est créée avec la mer. Et depuis, c'est resté. Vous n'avez pas dit la profession que faisait votre mère, mais bon, vous avez dit qu'elle cumulait plusieurs boulots. J'en déduis que vous n'avez pas grandi dans l'opulence. Il y avait un peu d'argent à la maison ou la précarité, c'est une réalité qui existait au sein de votre famille? Oui, ça existait. Vu en plus que c'était très difficile. Ma mère, elle nous a élevés, elle était seule, donc il a fallu qu'elle accumule plusieurs boulots pour nous éduquer, pour remplir le frigo. Et c'est vrai que c'était très dur. Mais par contre, quand je regardais son visage, elle avait toujours le sourire, les yeux qui brillaient pour nous montrer et nous dire que tout allait bien, quoi. Et c'est une maman. C'est une maman. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se reconnaîtront dans mes paroles, parce que il y a beaucoup de mamans seules qui élèvent leurs enfants seuls et qui accumulent plusieurs boulots pour que leur enfant ne manque de rien. C'est ce qu'elle a fait, ma maman. Dans quelles circonstances vous avez appris que votre mère était malade? Ça a été à l'hôpital. À l'hôpital, elle est rentrée parce qu'elle avait des douleurs au niveau du ventre, et le docteur, j'avais même pas encore 18 ans, j'avais 17 ans et demi, est venu me voir dans le couloir et m'a dit votre maman elle a un cancer et elle dépassera pas 6 mois. Donc là, le ciel me tombe sur la tête et là, c'est vraiment la descente. Quand on apprend qu'une personne qu'on aime, surtout ma mère qui était et qui sera toujours un petit peu le toit sur ma tête, c'est. Mais ça veut dire que avant ce diagnostic, vous étiez un gosse insouciant, justement protégé de la vie réelle par votre maman. Vous avez perdu un peu de cette insouciance-là à ce moment-là, ou vous étiez déjà endurci par les difficultés de la vie? Ouais, j'étais endurci malgré moi, parce qu'en fait je voyais la dure réalité, je voyais qu'elle se démenait, parce qu'elle était seule. Je savais que mon père nous avait quittés, j'étais bien conscient que mon père n'était plus là, donc j'avais déjà, on va dire, la tête sur les épaules. Mais en fin de compte, quand on voit les choses, ça fait mal. Ça fait mal de voir une maman qui se démène, qui donne tout pour ses enfants, qui accumule plusieurs boulots, etc. Et à la fin, d'un coup, on nous assomme en nous disant, voilà, un cancer qui arrive, c'est incurable, elle aura maximum 6 mois. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous prenez les choses à bras-le-corps? Vous dites on va tenter coûte que coûte? Vous êtes totalement abasourdi? Comment vous réagissez à cette annonce? Là, tout simplement, je m'écroule. J'étais dans le couloir, je m'écroule, je pleure, j'étais seul. Et là, je pensais qu'au pire. Je suis rentré à la maison. Le premier coup de clé que j'ouvre la maison, elle était vide. Et une maman, chaque maman dans le monde, quand elle est chez elle, c'est elle qui éclaire la maison. Et en fait, j'étais totalement dans l'obscurité. Je savais plus où j'étais, en fait. Je savais pas si c'était une réalité, si elle allait s'en sortir ou pas, etc. Et donc là, oui, j'avais qu'une seule envie, moi, c'est de prendre cette maladie, de la prendre sur moi et qu'on sauve ma mère. Moi, c'était vraiment, et je lui avais dit, ma mère, j'ai dit, je prie Dieu pour que je puisse choper ta maladie et toi que tu t'en sortes. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, tu comprendras plus tard quand tu auras des enfants, c'est pas comme ça que ça se passe, ça doit être moi qui dois partir avant toi. Mathieu,
On m'a dit que le médecin lui donnait 6 mois à vivre. Combien de temps a duré le combat de votre maman contre ce cancer? Le combat a duré en gros de 18 ans jusqu'à 25 ans. D'accord, donc beaucoup plus longtemps. C'est 6 mois. Exactement. Ouais. Exactement. 6 mois, c'est passé à des années parce qu'elle s'est battue. Elle a tout donné pour rester avec nous. Je vous pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Votre vie de jeune homme qui débutait, vous l'avez consacrée, j'imagine, en partie à vous battre à ses côtés pendant ces années-là. Ouais, totalement. En fait, une personne, comme je le dis souvent, une personne qui est malade, même si c'est la personne qui a un cancer, automatiquement la famille sont touchés et malgré la personne qui est malade, tout autour d'eux, la famille est touchée. On va tout faire en fait pour essayer d'assister. Moi, j'ai essayé d'assister ma mère, j'ai essayé de l'accompagner, j'ai essayé de tout faire, même psychologiquement, pour lui montrer que j'étais là, que aussi je devenais un homme, qu'il fallait que je lui montre en fait un petit peu les bienfaits de tout ce qu'elle a fait pour moi. Et elle, comment était-elle face à tout ça? Quelle figure elle présentait face à la maladie? Alors, ma mère est une personne en fait où elle voulait en fait montrer que tout allait bien. Et vous savez, une femme, on enlève les cheveux, on enlève un sein, le deuxième sein, etc. C'est très difficile. Psychologiquement, pour la personne, c'est très difficile. Et ma mère, même malgré ça, elle montrait qu'elle voulait se battre et que ça allait aller, qu'elle allait vivre, elle allait combattre le cancer et qu'elle allait être bien et qu'elle allait vivre. Mais c'est vrai qu'à la fin, le cancer l'a emporté, mais elle s'est battue, elle nous a montré elle nous a montré un combat mais exceptionnel et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le temps, c'est même quand je vous parle, ça m'attriste, mais c'est exceptionnel ce qu'elle nous a montré et sa manière de faire et de me parler en fait. Elle avait des mots aussi. Elle avait des mots qui me touchaient énormément et elle était en train de se battre contre la maladie. Elle pensait toujours aux autres. Elle pensait. Vous y êtes préparé, vous, à cette réalité qu'un jour votre mère puisse s'en aller? Ou jusqu'au bout, vous avez essayé de la repousser, cette réalité, la sortir de votre esprit? Moi, totalement. Je l'ai même renié. Ma femme à l'époque, c'était ma copine. On n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, Mathieu, ta maman là, c'est sur la fin quand elle est partie au centre de soins palliatifs. Elle a été admise. Elle a fait tous les hôpitaux de Marseille et à la fin. Elle a été admise au centre de soins palliatifs. Le centre de soins palliatifs, c'est le dernier palier de la vie. C'est là où c'est un établissement où on va pour décéder, mais c'est un lieu de vie. Et en fait, j'ai vu ma mère là-bas sourire, et pour moi, j'y croyais jusqu'à la fin, quoi. Pour moi, je pensais qu'elle allait... Bien qu'elle soit admise en centre de soins palliatifs, qui est souvent la dernière étape. Oui, tout à fait. En fait, je reniais même là, je pouvais pas la voir partir. C'était trop douloureux, c'était trop... ça a été la seule personne qui a cru en moi. Je ne parle pas maintenant que j'ai ma femme, mais ma mère, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie et je sais que même moi, j'y croyais jusqu'à la fin parce que je voulais qu'elle s'en sorte. Alors on se réfugie dans la religion. Vous êtes très croyant dans la famille? Vous avez toujours été très croyant? Oui, on est croyant, mais c'est vrai qu'après quand on est touché, etc., on y croit moins. Alors donc je me réfugiais souvent à la mer. J'étais au bord de l'eau, j'allais la voir au centre de soins palliatifs et quand je voyais que ça allait pas, le soir je passais des fois des nuits à être au bord de mer et à pleurer. Et je lâchais et je sais que ça me faisait du bien de lâcher tout ça. Et c'est vrai que après, heureusement que ma copine à l'époque, mais maintenant que c'est ma femme, elle était là pour moi. Elle m'a vachement épaulé, elle m'a vachement aidé psychologiquement et d'essayer d'avancer, mais la blessure était trop profonde. La blessure, il y a trop d'amour. Vous savez, comme dans un couple, quand on a trop d'amour pour une personne, ma mère, c'était ma vie. C'est toujours ma vie parce qu'un jour on se rejoindra et cette blessure est trop profonde et des fois on n'admet pas. On se dit c'est pas possible. À la veille de son décès, elle me dit Mathieu,
il faut que tu aides, tu as un don, tu as la mer, il faut que tu aides les gens comme tu as aidé maman. En fait, j'allais prélever un poisson et on le mangeait. Et pendant 10-15 minutes de ce fameux poisson sur la table, elle arrivait à oublier la maladie. Donc pour moi, si vous voulez, je combattais moi-même le cancer à travers elle. Donc elle vous a dit, ce que tu as fait pour moi, mon fils, fais-le pour les autres qui en ont besoin. C'est ça? Exactement. Pour les patients du centre de soins palliatifs. Ça a été vraiment... Et quand elle me dit ça, moi j'avais 25 ans, donc je me languissais. Voilà, j'ai dit oui, t'inquiète pas maman, mais je pensais pas que ça allait être ses dernières paroles. Vous allez me raconter comment, effectivement, cette demande, cette promesse, finalement, vous l'avez tenue une fois qu'elle est partie. Oui. Vous me parliez de cette mère qui est partie. Vous aviez quel âge déjà quand elle est disparue? 25 ans. Et la veille de sa mort, en guise d'adieu finalement, puisque vous me disiez que vous ne vous êtes plus reparlé ensuite, elle vous fait promettre de vous occuper des SDF, des gens qui en ont besoin, d'aller pêcher pour eux. Il s'est passé combien de temps entre cette promesse, cette demande qu'elle vous fait et le jour pour la première fois où vous avez organisé une pêche et vous avez dit « Allez, je vais essayer de faire ce que m'a demandé de faire ma mère ». Alors ça s'est passé assez rapidement parce que le lendemain, en fait, elle décède, j'avais sa main dans ma main et elle part avec son dernier souffle et c'est vrai que c'est ces paroles-là qui m'ont vraiment imprégné, on va dire. Et pour moi, c'était la priorité, c'était d'aller en mer. Donc j'ai récupéré mes masques et tubas au bout de quelques mois. Parce qu'attendez, à ce moment-là, vous avez un bateau ou qu'est-ce que vous avez? Parce que vous, c'est pas votre métier, la pêche, c'était une passion. Non, ouais. Exactement. En fait, les pêcheurs sous-marins, il n'y a pas de professionnels, on n'est que c'est une pêche, on va dire, de loisirs. Et donc, j'ai pris mon masque, palme et tuba, j'ai appelé 3 collègues à moi. Et au bout de quelques semaines, on va dire, ça faisait, je pense, 1 mois ou 1 mois et demi. Et on est parti prélever quelques poissons. Et quand on est revenu au centre de soins palliatifs, j'ai vu le docteur Lapiana. Il a vu de suite à mon regard et il s'est passé quelque chose de spécial ce jour-là parce que j'arrive avec le poisson avec mes collègues et on donne le poisson à la cuisine. Donc il commence à cuisiner mon poisson, etc. Et on était invité à manger avec les patients, leur famille, parce qu'en fait, ce repas-là, je voulais le partager, que les patients partagent ce repas avec leur famille, comme ce que je faisais avec maman. Donc, une fois que je me mets à table, j'ai juste regardé les yeux en fait des patients. J'ai vu les yeux briller, les patients parlaient avec leur famille. Ah, tu te rappelles, toi, quand tu pêchais, et toi, tu te rappelles le voisin, etc. Donc, en fait, ça a créé la même atmosphère en fait que j'avais avec ma maman. Et c'est ce qu'elle voulait, elle. Elle voulait que j'arrive à faire oublier la maladie à ces personnes-là. Mais ça, en fait, il a fallu que vous attendiez de voir le regard de ces malades, de ces patients, avec les yeux qui brillent, comme vous dites, pour comprendre, en fait, quel était le désir de votre mère quand elle vous l'a demandé. Oui, parce que, en fait, les yeux de l'être humain, pour moi, ce sont juste un miroir, en fait. Et c'est quelque chose où on arrive à voir l'âme des gens. Les yeux ne trahissent pas. Et donc, quand j'ai vu les yeux briller, j'ai vu les personnes heureuses. Ce sont des personnes qui allaient mourir. Mais grâce à ce poisson, grâce à cette demande, j'arrivais à faire oublier la maladie pendant 10 minutes, un quart d'heure, durant un repas et de réunir le patient avec sa famille. Et j'avais l'impression de faire revivre ma mère. Et donc là, je me suis promis, on a parlé avec le docteur Lapiana, je me suis dit, écoute... Ce médecin, c'est celui qui s'était occupé de votre maman à la fin de sa vie? Ouais. Exactement, et c'est lui le fondateur du centre de soins palliatifs de Gardin. D'accord. On m'a expliqué que suite à ça, finalement, et c'est ce que vous dites, ça a été déterminant, et à partir de là, vous êtes dit, je vais faire bénéficier de ces pêches-là, des miennes et de mes camarades, vos collègues, à d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait que des soins palliatifs, vous avez pensé à vous adresser, à tendre une main aux personnes sans abri? En fin de compte, c'était un truc qui me tenait déjà à cœur, et après, j'ai eu malheureusement un accident. J'ai eu un double infarctus, j'ai fait une dépression, avec ces années, j'ai eu
Je me suis marié, j'ai eu des enfants et toujours j'avais ce manque en fait d'une maman, une manque d'une grand-mère, etc. Et je me suis pas vu. Et malheureusement, j'ai eu un double infarctus. Heureusement que ma femme était là pour appeler les secours à temps, parce que sinon aujourd'hui je ne serais même pas avec vous au téléphone. Et je la remercie parce qu'elle m'a sauvé la vie. Et en fin de compte, en revenant de cet infarctus, au lieu de me fermer à tout, au lieu de me dire j'ai pas eu de chance, aujourd'hui je suis stunté, j'ai 2 stuns et je prends des médicaments pour vivre, ben, je me suis dit, tiens, je suis vivant, j'ai la chance d'être vivant, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et en fin de compte, de fil en aiguille, j'ai commencé à aider les SDF en faisant des soupes de poisson avec ma femme à la maison. Et j'ai inventé le recyclage solidaire avec mon équipe des Pêcheurs du Cœur, Laurent, Fabrice et toute mon équipe. On recycle des combinaisons de plongée usagées et on en fait des tapis et des coussins pour les SDF. Aujourd'hui, on a réussi à libérer 36 tapis l'année dernière et aujourd'hui 50 tapis. Mathieu, ça coupe un peu, je vous entends un peu mal. J'aimerais que vous me disiez, donc, Oui. depuis des années, vous préparez des soupes de poisson. Ensuite, vous faites quoi? Dans Marseille, vous faites des maraudes où il y a un point fixe où vous allez les servir pour que les sans-abri puissent venir s'alimenter? Comment ça se passe? En fait, on a fait plusieurs choses. On a fait une soupe de poisson où on avait distribué avec une association 52 repas. Après, on avait fait une soupe de poisson fixe avec l'association Les Taxis de l'Espoir à Marseille, où les SDF venaient à notre rencontre. Et on avait fait aussi une paella dans un restaurant avec nos poissons. Et on avait invité les SDF directement à manger au restaurant un plat chaud. Donc ça, j'avais trouvé ça juste extraordinaire, un moment de partage inoubliable. Et de ça, vous avez créé la vôtre d'association qui s'appelle Les Pêcheurs du Cœur, c'est ça? Exactement. J'ai créé mon association parce que grâce aux médias, il faut le dire, le nom des Pêcheurs du Cœur est parti même dans d'autres pays, etc. Et donc j'ai décidé en fait de garder ce nom parce que c'est les patients du centre de soins palliatifs qui m'avaient appelé comme ça, le Pêcheur du Cœur. Et donc après c'est devenu les Pêcheurs du Cœur parce que j'ai mon équipe et je fais ça avec ma famille aujourd'hui des Pêcheurs du Cœur. Et voilà, on s'est lancé sur plusieurs beaux projets sur Marseille pour les SDF, que ce soit pour les personnes handicapées. Oui. Vous qui êtes justement en prise directe avec ces personnes qui sont dans la précarité, qu'est-ce que vous percevez quand vous êtes un bol à la main, que vous leur tendez? Qu'est-ce que vous percevez de l'engrenage qui a été le leur pour se retrouver à la rue? Est-ce qu'il y a un parcours commun? Est-ce qu'il y a des points communs en tous les cas dans cette trajectoire de vie qui est souvent, qui est toujours tragique? Quand on se retrouve à la rue, c'est toujours tragique. Voilà, Johan, vous l'avez dit. C'est du jour au lendemain, tout peut changer. Vous comme moi, comme tous les téléspectateurs ou les personnes qui nous écoutent, du jour au lendemain, on peut avoir une situation financière, on peut avoir même beaucoup d'argent, et du jour au lendemain, avec un divorce, avec une perte de travail, tout peut aller très très vite. Et ça, vous en rencontrez des personnes qui étaient une situation de vie aisée, qu'un petit grain de sable a fait basculer dans leur vie et qui se sont retrouvés Exactement. face à vous. Exactement. J'ai parlé avec une personne qui aujourd'hui, j'appelle les voisins du trottoir, les SDF. C'est moins poignant, mais c'est plus joli surtout, c'est plus poétique, même si ça cache pas la réalité. Exactement. Mais le truc, je parlais avec un monsieur qui avait une petite serviette de Roland Garros et il m'a dit c'est ma seule richesse que j'ai aujourd'hui. Et quand j'ai parlé avec lui, il m'a expliqué qu'il avait une belle maison à Cassis, qu'il avait plusieurs voitures. Après, ça a été un divorce, perte de travail et ça a été la descente aux enfers pour lui. Et donc voilà, aujourd'hui, on peut avoir plein de parcours. Et l'être humain, on a tous notre propre histoire, on a tous notre propre parcours. Et d'apprendre les uns aux autres de comment on peut s'en sortir, comment on peut réfléchir, ça nous fait du bien. Il y a de la gêne parfois chez ces personnes qui sont là, face à vous, qui viennent chercher une soupe, d'être justement là, au milieu des autres. Parfois on se cache. Pardon, je Parfois, est-ce qu'il y a de la gêne chez certaines de ces personnes que vous rencontrez, qui sont... Oui. Ouais.
Ouais, tout à fait. Gêné, c'est normal. Vous vous rendez compte, c'est comme moi, si demain je me retrouve à la rue, je suis marié, j'ai 3 enfants, mais demain je me retrouve à la rue, j'aurais honte. Mais parce qu'en fait, on est tous des êtres humains, on a tous un petit peu notre ego. C'est juste l'ego qui parle au début. Mais en fin de compte, après une fois qu'on a vu plusieurs fois la même personne dans les rues, etc., il y a un dialogue qui s'ouvre. Là, d'un coup, on s'ouvre un peu plus, on parle un peu plus, et on commence à faire confiance. Il y a la confiance qui s'installe. Vous vous rendez compte, c'est des personnes qui ont tout perdu. Donc c'est normal qu'il y ait de la méfiance. Ça c'est logique. Même des fois, quand je donne des tapis, on a vu avec mon équipe, quand on donnait, ils refusaient. Au début, parce qu'en fin de compte, ils ne connaissent pas. Et ça, ils ont tout perdu. Donc, pour eux, des fois, c'est frustrant. Et en fin de compte, en y allant plus doucement, en y allant avec une méthodologie qui est vraiment spécifique, à ne pas rentrer en disant « oui, il faut qu'on vous aide ». Non, mais comment vas-tu ? D'où tu viens, qui tu es, comment tu t'appelles. On engage la conversation et on parle de la vie pour éviter de parler du pire. Dites-moi... On est des êtres humains. Vu de votre fenêtre, puisque vous pratiquez au quotidien depuis des années, année après année, est-ce que le nombre de gens à Marseille, dans le besoin, ceux que vous aidez, il diminue, il reste stable ou il augmente ? Non, il augmente. Il augmente clairement, d'année sur année. Bien sûr, il augmente. Après, là aujourd'hui, on en parlait avec Nicolas Varenne, qui est le président de l'association Les Taxis des Sports. Il y a beaucoup aussi de personnes âgées qui descendent dans les rues pour essayer de prendre une soupe ou quelques aliments, etc. Parce qu'ils n'arrivent plus à payer, ils payent juste le loyer, mais ils n'arrivent plus à se nourrir derrière. Donc et ça, je trouve ça catastrophique. Vous vous rendez compte, je parlais avec une personne âgée, il me disait qu'il avait travaillé toute sa vie et aujourd'hui, il était obligé de venir s'alimenter avec les associations qui essayent de les aider. Et ça, je trouve ça aberrant, quoi. Qu'une personne travaille toute l'année, toute sa vie, qui donne, on va dire, de sa santé et qui arrive à la fin à être comme ça, quoi. C'est inadmissible. Bon, moi, ça me... Je comprends. Ça me prend au trip, quoi. Mathieu, pensez des fois à votre mère. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui si elle vous voyait là au quotidien en train de servir ses soupes, partir en mer, aller pêcher, alors que c'est sa demande finalement à laquelle vous rendez grâce. Vous imaginez parfois sa réaction, ce qu'elle pourrait être? Pour pas vous mentir, Johan, tous les jours, à chaque fois que je fais une intervention, je pense à elle. Et pour moi, je la fais revenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque intervention, c'est me rapprocher un peu plus d'elle. J'espère qu'elle est fière. Honnêtement, je vous le dis, un peu avec la boule à la gorge, ça doit se sentir, mais j'espère qu'elle soit fière. Mais un jour, je la retrouverai, on en parlera. Mais ce que je fais aujourd'hui, voilà, c'est ma destinée. Je suis juste le porte-drapeau. C'est elle qui a tout fondé, en fait. En amont, elle a tout fondé et qu'elle m'a donné ce drapeau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on me voit. Aujourd'hui, on connaît l'histoire, on commence à la connaître un peu plus, on connaît ce que je fais, etc. Mais à travers vous, c'est votre mère dont on parle et qu'on voit. Exactement. C'est une grande dame. Et aujourd'hui, je suis juste son fils. Et j'essayerai de porter ce drapeau et de le planter en fait au plus haut sommet, de dire voilà ce qu'on peut faire avec rien, juste avec de l'amour et de l'entraide. Et merci Mathieu d'être ce soir venu parler de Gina, votre maman, et de cette association que vous avez montée, créée de toutes pièces, les Pêcheurs du Cœur à Marseille. Merci à vous. Plein de courage à vous, puis je vous souhaite une belle soirée, puis bravo pour ce que vous faites. Bonne soirée, merci beaucoup. Salut Mathieu. Au revoir. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'était donc le témoignage de Mathieu, dit le Coluche des mers. Si vous souhaitez, la semaine prochaine et pendant ces 2 mois d'été, réécouter une histoire qui vous a marqué, social@johanrock.fr ou sur Instagram, mon compte perso, Instarock, ROQS, tout attaché. Avant de se quitter, j'aimerais vous lire un dernier message qui m'a été envoyé par une auditrice. Ça commence comme ça. Bonsoir Johan. Tout d'abord, je vous remercie pour le replay de l'émission. Car hier, je n'ai pas pu l'entendre. Je l'ai écouté ce matin et ça m'a beaucoup plu. Si c'est possible, pour ma part, j'aimerais réentendre l'histoire de Maxime qui a son fils dans le coma depuis 20 ans.
Merci encore pour rendre un petit peu de chaleur aux personnes qui sont dans la peine. Signé Josiane. Merci Josiane pour ce message. Faites comme elle, faites comme vous avez l'habitude de faire depuis des semaines, des mois, des années. Continuez d'écrire encore plus cet été tous ces messages. Une partie en tous les cas, je n'hésiterai pas à vous les faire partager. Une petite parenthèse, tiens, avant de se quitter, je voudrais vous remercier pour tous ces retours depuis mon retour à la radio, sur Ici, le matin. Très tôt, 5 heures, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Juste pendant l'été, 3e épisode. La semaine prochaine, il n'en demeure pas moins que dans quelques semaines, ce sera le retour de Juste avant la nuit, en direct, comme on a su le pratiquer et le faire toute cette année, avec en prime quelques nouveautés, même quelques petites surprises. Même pendant l'été, continuez à parler de cette émission à ceux que vous aimez pour faire connaître la libre antenne. Et puis, vous pouvez également soutenir l'émission, comme vous êtes certains à le faire déjà depuis un moment. www.johanrock.fr en page d'accueil en faisant un don sur la cagnotte ou alors en vous abonnant. C'est un plaisir de passer ce petit moment en podcast. On va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et puis profitez de ce bel été. On n'a qu'une vie.